Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire. C'est le 8e numéro de la série de webinaires sur management et RH. Et ce 8e numéro est consacré, comme vous l'avez vu, à la transmission des savoirs et en particulier au tutorat. Avant de démarrer, je voulais excuser Madame Élodie Marchal, le directeur de l'Institut, qui ne pourra pas être avec nous ce matin. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, et comme on l'a dit dans le générique, les micros sont fermés, mais la discussion reste bien sûr ouverte pendant tout ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos réflexions, vos interrogations dans le fil de conversation. On les recueillera au fur et à mesure de l'événement et on prendra un temps en fin de webinaire pour y répondre avec nos témoins. Alors justement, nos témoins, on en a trois aujourd'hui. Un tutoré, une tutrice et une responsable de formation. Et je vais les laisser se présenter en donnant la parole à Fabrice d'abord, si vous voulez bien démarrer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Fabrice Navarro. Je suis manager au sein de la CAF des Pyrénées-Atlantiques. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans l'organisme. Je suis rentré en tant que technicien. J'ai passé un premier CQP avec un tutorat il y a bientôt 10 ans. Et puis après, je suis passé superviseur accueil. Et là, depuis 3 ans, je suis manager et j'ai passé mon CQP manager l'année dernière. Merci Fabrice. Adeline, alors Adeline, on a un petit problème technique avec la caméra, mais elle est là, elle nous entend bien et on l'entend très bien. Donc Adeline, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, Adeline Salomon, donc déléguée de l'assurance maladie à la CPAM de Haute-Savoie. Donc je suis à la CPAM de Haute-Savoie depuis 5 ans et j'ai eu l'occasion d'assurer un tutorat l'année dernière dans le cadre d'un CQP DAM, délégué de l'assurance maladie. Et merci Adeline. Et pour terminer, Caroline, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Simbert. Je suis responsable formation à la DRSM Occitanie. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion d'accompagner des tutorés et des tuteurs. Pardon. Merci. Et pour finir, je vais présenter le binôme que nous formons avec Isabelle. Nous sommes, Isabelle Roland et moi-même, Anne Desnay, nous sommes toutes les deux chefs de projet pédagogie à l'Institut. Dans le cadre de nos missions, on a été amené à concevoir une formation qui s'appelle Tuteur et maître d'apprentissage, réussissez votre mission. C'est une formation interbranche, 100% à distance et multimodale. On en reparlera un tout petit peu en fin de webinaire. Et lors des missions précédentes, on était aussi souvent amené à concevoir et à former des tuteurs au sein des différentes branches du régime général. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on anime et on a plaisir à animer ce webinaire sur le tutorat. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va vous présenter, on va vous faire un sondage sous forme de mini photolangage. On va vous présenter tout à l'heure 5 photos et l'objectif pour vous est de choisir celle qui représente le mieux pour vous le tutorat. Alors, vraiment, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, hein. C'est vraiment pour vous, aujourd'hui, à l'instant T, que représente pour vous le tutorat. Alors, on va afficher les 5 photos. Alors, vous allez être peut-être surpris, pourquoi 5 photos de cyclistes? Eh bien, parce que c'est une métaphore qu'on a tirée pendant la formation de tuteur dont je vous parlais tout à l'heure. On a tiré la métaphore et on a fait une analogie entre le tutorat et l'apprentissage du vélo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a repris ce mini photolangage qu'on utilise aussi d'ailleurs dans la formation de tuteur. Donc on vous laisse quelques instants pour les regarder et puis d'ici quelques secondes, on vous lancera un sondage et vous choisirez la photo qui pour vous représente le mieux le tutorat. Alors je le rappelle, pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est juste voilà votre représentation aujourd'hui. Donc vous allez avoir voilà un sondage. On va vous laisser quelques voilà, secondes pour y répondre. Les réponses arrivent, mais voilà.
Alors, si jamais certains ont des soucis pour accéder au sondage, vous passez par le fil de la discussion et vous mettez votre numéro dans le fil de la discussion. Ça fonctionne très bien aussi. Alors, on voit déjà qu'on a une photo qui arrive largement en tête. Alors, allez, encore 10 secondes pour les derniers pour répondre. Alors, on va remettre les photos quelques secondes et puis on va voilà, couper le sondage. Allez, dans 5 secondes. Je coupe le sondage et donc on regarde les réponses et on a alors l'image 3 qui arrive avec 84% des votants, donc qui a vraiment un succès, un grand succès pour cette image. Alors on ne va pas toutes les détailler, toutes les décortiquer, et puis il peut avoir plusieurs significations, chacun peut trouver des significations différentes à ces images de cyclistes, mais je suppose que sur la 3, ce que vous avez retenu, c'est qu'effectivement, le tutorat, c'est un travail d'équipe, hein, ça ne se fait pas tout seul. Il y a bien évidemment le tutoré qui est au cœur du dispositif, son tuteur ou sa tutrice, mais il y a aussi plein d'acteurs autour, le service formation, bien sûr, le service RH, mais aussi les managers, mais aussi les collègues, mais aussi les pairs, hein, qui sont souvent des personnes ressources. Et la réussite du tutorat se fait effectivement très souvent en équipe. Alors les autres images, on pouvait imaginer effectivement que c'est quelquefois un chemin semé d'embûches, que parfois on fait un peu d'équilibrisme, on n'a pas toujours les moyens qu'on voudrait avoir. C'est aussi, si je prends la photo 5, souvent nos tuteurs nous disent souvent aussi que finalement c'est une expérience positive à la fois pour le tutoré et pour le tuteur, formateur pour les deux. C'est aussi une pédagogie où on va vers la réussite et qu'on emmène l'apprenant vers l'autonomie. Alors tout ça, c'est des sujets dont on va parler sûrement avec nos 3 témoins. Donc, je vais leur laisser la parole et je vais laisser surtout la parole aussi à Isabelle qui va pouvoir les interviewer pendant le temps qui vient. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, hein, à poser vos questions sur le fil de discussion pour qu'on puisse ensuite aussi continuer à échanger avec eux. Isabelle, je crois que tu n'as pas ton micro d'ouvert. Merci Anne. Effectivement. Voilà, donc merci pour cette introduction et comme on vient de le voir dans les 5 photos qui vous ont été présentées pour ce premier petit sondage, on voit que le tutorat permet de parcourir des chemins variés pour acquérir de nouvelles compétences et donc c'est une modalité de formation, vous l'avez même très largement indiqué dans vos réponses, qui embarque plusieurs acteurs. Et nous, on vous propose de commencer par l'interview quand même de la personne qui est au cœur du réacteur, on va dire, c'est-à-dire le tutoré. Et donc, on va donner la parole à Fab qui du coup représente aujourd'hui le tutoré dans notre webinaire. Alors, Fabrice, vous avez la particularité, vous l'avez dit tout à l'heure en vous présentant, d'avoir bénéficié d'un tutorat à 2 reprises dans votre parcours depuis que vous êtes entré à la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc moi, mon premier tutorat, c'était un tutorat de GCA, c'est-à-dire de technicien prestation. C'était un tutorat où on était jusqu'à 3 techniciens pour un tuteur. On sortait de formation initiale, il fallait passer à la liquidation des dossiers, qui peut être un peu complexe. Donc il y avait un appui sur la législation, voir si on l'avait bien assimilée et surtout la mettre en lien avec les situations des allocataires qui peuvent être quelquefois très complexes. Donc il y a une transmission de savoir là-dessus sur comment voir les situations, comment bien les prendre en compte. Il y avait aussi un appui technique, il y avait pas mal d'applicatifs qui peuvent être quelquefois un peu capricieux, donc comment eux, ils s'en sortent avec, et beaucoup de transmission de savoir. Sur le CQP Manager, c'était un peu différent. Là, j'avais qu'un seul tuteur, juste pour moi, et moi, mon objectif, là, c'était de remplir des compétences managériales. J'étais déjà en poste depuis 2
2 ans, donc je commençais à avoir quelques pratiques qui commençaient déjà à être bien ancrées. Son rôle, c'était un peu de me poser des questions clés afin que je me remette en question, que je modifie mes pratiques, et que surtout que les changements ils viennent de moi, qu'elle ne m'impose pas quelque chose, mais que moi je réfléchisse à comment je peux améliorer ma façon de travailler. Voilà. Et ces questions elles m'ont permis en fait de valider mes compétences managériales. Ok. Et du coup, Fabrice, pour prolonger ces éléments-là, vous diriez que le tutorat a contribué en quoi à vos apprentissages? Le fait que ce soit du tutorat et pas peut-être par exemple de la formation en salle. Eh ben, je pense qu'avec des exemples, je vais pouvoir l'illustrer. C'est que elle veut par exemple, elle est venue quand je faisais une routine, elle veut venir m'observer, elle n'intervient jamais, elle me laisse faire et puis après on débriefe ensemble et dans le débrief, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu penses de ta façon de faire? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Où tu étais à l'aise? Où tu ne l'étais pas? Mais du coup, comme tu l'étais pas, comment tu aurais pu faire mieux? Comment tu feras la prochaine fois?» Et du coup, c'est moi qui apporte les réponses à mes propres questions. Et c'est un vrai accompagnement que j'ai de sa part, un accompagnement à la réflexion, à la remise en question. Tout à fait. Du coup, là, ce que vous êtes en train de nous décrire, Fabrice, c'est ce que nous, dans notre jargon en centre de formation, on appelle la réflexivité, c'est-à-dire effectivement comment, avec des questions, on arrive à vous faire cheminer vous-même dans vos apprentissages et dans l'acquisition des compétences. Et du coup, finalement, pour reprendre ces deux expériences qui sont, vous l'avez bien expliqué, hein, qui sont assez différentes selon qu'on était dans votre formation de technicien ou votre formation de manager, qu'est-ce que vous nous diriez sur le fait que vos tuteurs, tutrices vous ont aidé dans vos apprentissages, mais sur le plan peut-être de la relation pédagogique? Est-ce que voilà, vous pouvez noter des différences entre les deux expériences d'apprentissage et de tutorat sur le plan de la relation Et pédagogique? sur le dernier, là, le manager, j'avais beaucoup d'autonomie. Il n'était pas question qu'elle me dise comment faire, c'est mon équipe, j'étais vraiment en autonomie. Et le but, bon, c'était toujours la réflexivité. Sur l'autre, c'était un peu différent parce qu'on ne pouvait pas me laisser de suite cliquer, payer des prestations sans vérifier un peu ce que je faisais. Il y avait aussi un petit rôle de garde-fou parce que les premiers dossiers sont un peu compliqués. Elle va vraiment me montrer comment elle est fait et après, c'est moi qui passe à la pratique en posant des questions, en commentant ce que je fais pour qu'elle valide aussi les différentes, que toutes les étapes avant de payer quelque chose, une prestation, soient validées. Ok, merci beaucoup Fabrice. Donc on voit effectivement que sur le plan de la relation pédagogique, effectivement, on a deux approches qui sont forcément un peu différentes puisque ce sont deux métiers différents et que et voilà, vous avez quand même introduit la notion d'autonomie qui est assez intéressante aussi. Alors, je vous propose peut-être de passer maintenant du coup à l'interview de notre tutrice. Donc c'est Adeline qui va témoigner pour nous aujourd'hui. Et du coup, voilà, Fabrice nous a bien évoqué les rôles un peu différents finalement de ces tuteurs et ces tutrices pendant ces parcours d'apprentissage. Alors, Adeline, vous, pour ce qui vous concerne, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le cadre dans lequel vous avez exercé votre mission de tutrice? Alors effectivement, moi c'était pour un CQP DAM, donc c'est le niveau qu'on demande aux DAM, donc délégués de l'assurance maladie. Donc nous sommes en lien avec les professionnels de santé sur différents thèmes, que ce soit de la maîtrise médicalisée ou des objectifs des ROSP, comme on appelle ça, des rémunérations. Donc en fait, c'était dans ce cadre-là, ça dure à peu près 8 mois, et donc j'étais le tutoré est en alternance. Il reçoit une formation de la part de l'Institut CADIS et l'autre partie du temps, il est avec moi. Très bien. Alors, au cours de ce tutorat de votre délégué d'assurance maladie, Adeline, quelles ont été vos principales missions? Et concrètement, ça s'est traduit par quel type d'activité? Alors, les activités, donc on a un rôle par rapport au lien qu'on va établir entre avec le professionnel de santé. Donc, il y a toute une préparation à faire.
au niveau des discours qu'on va pouvoir entretenir avec lui. Donc, préparer ses documents, préparer ses échanges. Donc, il y a vraiment toute une préparation à l'aide des applicatifs. Donc voilà, il y a une prise en main du tutoré sur ces pratiques-là. Et puis, il y a le côté restituer ce qui a été effectué avec le professionnel de santé. Donc, un accompagnement aussi à ce niveau-là. Et du coup, en termes de mission, plus généralement, vous diriez quoi, Adeline, sur on va dire la responsabilité de la tutrice vis-à-vis de son tutoré voilà, sur l'ensemble du parcours? Alors, je pense que le tuteur se doit de vraiment mettre le tutoré dans un climat de confiance dès son intégration, et puis de mettre les choses bien à plat avec lui, donc de planifier ses différentes actions, de bien lui présenter les différentes activités auxquelles il sera peut-être confronté, c'est un peu fort, mais qui va rencontrer dans son quotidien. Lui présenter le côté organisationnel, je dirais, du tutorat. Donc, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on va l'un vers l'autre pour que ça soit qu'il y ait du respect dans un sens et dans l'autre. Et puis après, je dirais qu'il faut assister dans un premier temps de façon permanente, ensuite de façon plus ponctuelle, ensuite à la demande du tutoré, parce que comme le disait Fabrice, au bout d'un moment, il y a l'autonomie qui doit prendre le pas. Donc, on accompagne dans un premier temps, mais derrière, le tutoré doit acquérir, alors peut-être pas du mimétisme, mais quand même des automatismes de nos professions. Du coup, en termes de mission, voilà, vous nous parlez de l'accueil et de l'intégration, de la transmission, de l'organisation des activités, qui sont effectivement les éléments qu'on retrouve très classiquement dans le tutorat, et ce que vous mettez très bien en avant, à savoir la question de l'autonomie, qui se tricote petit à petit pendant le parcours de tutorat. Vous, Adeline, je crois que c'était votre première expérience du tutorat. Qu'est-ce qui vous a aidé à être tutrice pendant ce parcours-là? Alors, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, cette année, les tuteurs des dames ont pu bénéficier d'une formation proposée par l'Institut 410. Donc, cette formation, elle a été vraiment très intéressante et très pertinente, dans le sens où, voilà, moi, en tant que tuteur, j'ai pris conscience, et je crois que Fabrice l'a assez bien décrit, c'est que le tutoré vient avec une expérience professionnelle qu'il a acquis dans d'autres domaines, que ce soit dans nos instituts ou pas. Mais en tout cas, il a un acquis professionnel. Et je crois que ça, quand on est tuteur, il faut vraiment en prendre conscience, parce que soit faut détricoter ce qu'elle connaît, refaire avec lui quelque chose, mais en tout cas, il faut vraiment en tenir compte. Et puis, j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Fabrice, parce que je le rejoins là-dessus. On est sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que le tutoré apporte des éléments, mais en tant que tuteur, on apporte des éléments. C'est différent, mais ça peut être complémentaire. Et tout ça dans le but de lui faire lui acquérir ce vers quoi nous, on a un savoir-faire. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges, je pense, sur ces points-là. Ensuite, on a bien sûr, moi j'ai été formée il y a très peu de temps, donc je me suis servie aussi de mon expérience. J'avais besoin d'accompagner vraiment le tutoré. Voilà, on a peut-être manqué un peu de choses pendant son tutorat propre, donc on essaye de faire autrement. Et puis l'appui aussi, bien sûr, de mes managers, parce que j'ai 2 managers. Ok, merci Adeline. Et du coup, ce que vous soulignez là, finalement, c'est que pendant le tutorat, le tutoré chemine, mais finalement, la tutrice aussi, un peu, on dirait. Et en tout cas, vous posez des questions sur votre mission tutorale et
et vous mettez effectivement en évidence le fait que refaire un autre tutorat l'année suivante ou un petit peu après peut vous permettre aussi, vous, d'avoir cette approche réflexive et vous-même de vous dire, alors, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné. Et finalement, cette approche réflexive, elle est évidemment valable pour le tutoré, mais on voit qu'elle peut être aussi valable pour la tutrice. Et merci d'avoir souligné ça, Adeline. Alors, pour fonctionner pleinement, bien sûr, le tutorat doit aussi s'orchestrer à l'échelle de l'organisme. Adeline nous a fait part de ce qui a facilité les choses pour elle, c'est-à-dire la formation, mais dans l'organisme, bien sûr, le tuteur ou la tutrice peut également trouver des ressources et des appuis. Donc, on va se tourner maintenant vers Caroline, qui, elle, de son point de vue de responsable formation, a sans doute pas mal de choses à nous exposer en termes d'expérience par rapport à l'accompagnement des tutrices, des tuteurs, des tutorés. Alors Caroline, vous en tant que responsable formation, comment vous décririez la place du tutorat dans votre organisme? Eh bien, grande, et surtout de plus en plus grande. On le voit au cours des dernières années, hein, c'est assez récent, mais des 2, 3, 4 dernières années, une place vraiment de plus en plus grande. On sent une modification dans la manière d'accompagner les personnes, et surtout dans le cadre de la professionnalisation de nos métiers et donc du déploiement des CQP. Eh bien, le tutorat est inévitable, et de ce fait-là, nous avons de plus en plus de tuteurs. Je pense notamment au CQP SM Pro, hein, puisque je suis à la DRSM Occitanie. Je pense aussi à ce que disait Fabrice, le manager opérationnel, évidemment. Et on a aussi un parcours spécifique pour nos praticiens conseils qui nécessite également de nommer, de désigner des tuteurs et de mettre en place un tutorat pour les médecins conseils nouvellement embauchés. Donc, il y a de plus en plus de tutorats dans notre organisme. Merci. Donc, les métiers visés, les métiers de techniciens, les praticiens conseils, les managers, hein, à travers les CQP ou les formations nationales certifiantes que vous évoquez. Est-ce que vous diriez, Caroline, qu'il y a un profil type de tuteur dans votre organisme? En quelque sorte, oui. Le profil type, si je dois en désigner un, ce serait un expert technique tout de même. Il me semble important, puisqu'on parle de professionnalisation de métiers qui sont tout de même assez techniques. L'idéal est d'avoir un expert technique pour qu'il puisse accompagner au mieux le stagiaire. Mais avant tout, donc, il faut qu'il ait une certaine expérience de terrain, selon moi. Mais la premier critère, c'est vraiment la motivation, l'appétence pour l'accompagnement. Et puis, je le cite en dernier, alors que je devrais le mettre en premier parce que pour moi, c'est l'essentiel, le volontariat. Il faut que la personne soit volontaire pour être tuteur. Ça me semble essentiel pour qu'elle soit pleinement impliquée, investie dans la mission, et qu'elle y prenne, j'allais dire, du plaisir, en tout cas qu'elle y trouve un intérêt pour elle-même aussi. Et comment vous les accompagnez, ces tuteurs, finalement? Qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que être motivé, c'est bien, mais on peut se sentir un peu fébrile au démarrage d'une mission tutorale, surtout si c'est une première fois. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, en effet, il y en a qui sont fébriles, c'est le mot. Alors nous, ce qu'on leur propose, c'est la formation institutionnelle, hein, dont parlait Adeline, donc qui est proposée par l'Institut 410. Pour nous, c'est un critère essentiel avant d'entamer une mission tutorale quelconque que d'en passer par une formation en amont. C'est très important pour pouvoir comprendre ce qui est attendu du tuteur, pour pouvoir aussi acquérir les outils, la méthodologie. Voilà, tout ça est vu au cours de cette formation. En parallèle de la formation, donc sur certains CQP, il y a un accompagnement spécifique de la part de formateurs de suivi de l'Institut 410 qui s'opère. Et encore en parallèle de ça, nous, on leur propose au sein du service formation de la DRSM un accompagnement également de notre part, un appui avec ce qu'on appelle des débriefings en début de dispositif d'abord pour voir si tout est OK, s'il ne leur manque rien, s'ils ont bien tout planifié, s'il y a des questions qui restent un peu en suspens malgré les formations. On essaye, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais on essaye d'en faire un à peu près au milieu du dispositif et un dernier
en fin de dispositif. Donc, l'objectif, c'est vraiment de répondre à leurs interrogations, de les aider éventuellement au remplissage des différents documents, notamment d'évaluation qu'ils ont à compléter. De régler les questionnements un peu logistiques, de planning, de déplacement éventuel, etc. De les rassurer finalement, de leur dire qu'on est là pour eux, on est là pour les aider, qu'ils ne sont pas seuls dans leur mission, et puis leur permettre aussi de se connaître entre eux. De créer un petit réseau de tuteurs. Ça nous semble important qu'ils puissent échanger entre pairs, si on peut dire, parce que rien de tel que le partage d'expériences, de pratiques aussi pour se sentir moins seul et pour avancer efficacement aussi. Et du coup, ce partage de pratiques fonctionne bien. C'est quelque chose qui effectivement se réalise vraiment et vous les laissez un peu faire au bout d'un moment ou vous accompagnez aussi ces partages de pratiques, Caroline? Alors, on les y incite en faisant ces petits débriefs juste entre tuteurs. Alors, on en fait parfois aussi en présence des stagiaires. On en fait sans les stagiaires volontairement, sans manager, vraiment entre tuteurs et avec nous. Et puis, on les invite vraiment à avoir leur propre espace, sans nous aussi, pour qu'ils puissent librement échanger, parce qu'il peut y avoir aussi des difficultés avec nous, dont ils n'osent pas parler. Enfin, voilà, parfois, la parole est plus libre aussi quand on est vraiment qu'entre pairs. Et est-ce que ça fonctionne pour certains groupes? Je pense que ça a mieux fonctionné que pour d'autres. Il faut être honnête, ça fonctionne pas toujours, c'est pas toujours extrêmement fluide parce qu'ils ont une charge de travail qui est conséquente. Alors voilà, mais c'est justement pour les décharger aussi un petit peu et les obliger finalement quand on planifie les choses, les moments de débriefing, les moments, les rencontres, eh bien elles ont plus facilement lieu que si on ne les planifie pas. Et quand on ne planifie pas, on est vite pris par le quotidien. Et nous, notre rôle, c'est justement de les aider à organiser leur mission tutorale au mieux et à leur permettre d'avoir ces moments d'échange. Donc, s'ils ne le font pas eux-mêmes, nous, on les y incite et on le fait pour eux de toute façon. Voilà. Après, dire est-ce qu'ils le font vraiment, c'est compliqué pour moi de vraiment répondre puisque j'y suis pas. Mais j'aime à penser qu'ils se recontactent ensuite s'ils ont une question entre eux. Merci Caroline. Je vais repasser la parole à Anne qui va prendre la suite. Alors, peut-être alors n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser des questions, on va les prendre dans peu de temps. Peut-être une dernière question déjà à nos trois témoins. Si vous aviez chacun une bonne pratique à partager, si vous aviez envie de dire, voilà, moi j'ai envie de partager une de mes bonnes pratiques, voilà, quelle serait-elle? Alors, peut-être en commençant par Fabrice. Côté tutoré, s'il y avait une bonne pratique du tutorat à partager, quelle serait-elle? Oh, moi, j'en ai beaucoup parlé. Je pense que c'est laisser de l'autonomie quand même et aider à créer en fait ce parcours vers l'autonomie. Alors, comment ça peut se faire? Mais Si je comme je creuse un disais, peu. tout ce qui est réflexivité, les questions clés, en fait, moi, je les appelle comme ça, Mm. qui permettent de se remettre en question. Comment tu pourrais t'améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu t'analyses? Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as moins bien fait? Comment tu aimerais faire la prochaine fois? Qu'est-ce que tu pourrais essayer, innover? Voilà. Je pense que ça, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a le recul nécessaire pour nous poser ces questions qui vont nous permettre de nous améliorer. Ok, merci Fabrice. Adeline, en tant que tutrice, si vous aviez une bonne pratique à nous Alors, moi, partager, quelle serait-elle? je dirais disponibilité, parce que c'est vrai que le tuteur, il est en questionnement, il a envie de bien faire, il est dans ses apprentissages, donc au tuteur de se rendre disponible. Et puis, comme le dit Fabrice, peut-être petit à petit, de moins en moins souvent, de moins en moins, mais en tout cas sur les débuts, je trouve que c'est vraiment primordial pour partir sur des bonnes bases, enfin que ce duo parte sur des bonnes bases. Voilà. D'accord, merci. Et enfin, Caroline, la bonne pratique que vous auriez envie de garder, de partager, de pousser. Bien, ce serait ce que j'ai évoqué en dernier, ce serait de favoriser, on n'est pas toujours maître, mais de favoriser au maximum les échanges entre les tuteurs,
en créant des espaces de parole et de favoriser la création d'un réseau, d'une communauté, au moins pour chaque groupe, pour chaque dispositif, pour qu'ils puissent voilà, échanger entre eux et voilà, ne pas se sentir trop seuls dans leur mission. D'accord. Merci. Alors, est-ce que nous avons des questions dans le fil de discussion? Regardez, pour l'instant, non, mais nous, on en a. Je pense que, enfin, Isabelle et moi, on en a peut-être d'autres encore à poser à nos témoins. Mais n'hésitez pas, hein, vous, en tous les cas aussi, d'utiliser ce fil de conversation et profiter de la présence de nos témoins pour poser vos questions. Alors, on en a une qui nous taraude un peu parce que dans le cadre, voilà, on sait comment sont organisés aujourd'hui les caisses, hein, les organismes. On est beaucoup sur du multisite, on est beaucoup à distance. Et est-ce que le à distance, justement, a pu être un frein à la mise en place du tutorat? Si le tuteur ou la tutrice n'est pas avec son tutoré sur le même site, est-ce que ça a pu poser problème? Alors, je vais peut-être commencer par Adeline parce qu'il me semble qu'Adeline, vous étiez Alors moi, j'étais exactement dans ce cas de dans cette... figure. Voilà. Donc, le tutoré était à Annecy. Je me trouve à 80 km. Et en fait, bien sûr, nous nous sommes rencontrés assez rapidement par rapport au début de sa formation. Et puis après, voilà, on a instauré un fonctionnement, les mails, bien sûr, le téléphone. Et puis, quand c'était un petit peu plus précis, quand il y avait besoin de refaire le point ou que lui me présente oralement c'est comment parce il passe des oraux lors de CQP et quand il devait me faire la présentation que c'était pas possible de se voir, et bien les visioconférences et ça passe très bien, vraiment. C'est vraiment pas un frein en tout cas. Pour vous, ça n'a pas été un frein. Ok, Non, non, vraiment pas. merci. D'accord. Fabrice, est-ce que vous avez été aussi dans cette situation d'avoir un Oui, tuteur éloigné? exactement pareil. Moi, je suis sur Bayonne, ma tutrice était sur Pau. On a un peu plus d'1 heure de route entre les 2. Moi, je le vois même comme une opportunité parce que souvent dans dans nos organismes, on cherche aussi à créer du lien entre les sites. Donc ça permet, des échanges, et des rencontres aussi. Du coup, on s'est rencontrés en présentiel et après on a fait beaucoup de choses aussi à distance. Avec le télétravail, c'est bien parce que ça peut créer aussi un côté un peu plus confidentiel où on peut parler un peu plus facilement que si on est dans un open space avec du monde à côté et on peut évoquer ses difficultés un peu plus facilement. Et je crois que c'est bien ça, le télétravail, surtout qu'on est à deux, c'est quand même plus simple que quand on parle à tout un groupe. Donc là, du coup, j'ai pas du tout eu de frein. D'accord. Ça a pu même être un atout par moment, Oui, finalement. tout à Voilà. fait. D'accord. Très bien. Et Caroline, donc, dans votre organisme aussi, est-ce que quand vous choisissez, vous recrutez vos tuteurs ou vos tutrices, est-ce que ce critère de la proximité en est un ou au contraire, finalement, peu importe le lieu où se situe tutoré et tuteur? Alors, ça peut en être un, pour le coup, en ce qui nous concerne. Ça peut en être un. Ça a pu être source d'inquiétude au début, je ne vais pas vous le cacher, pour les tuteurs et pour les stagiaires et leur hiérarchie même. Mais au final, on a été contraints aussi de procéder de la sorte, de faire avec la distance. Et ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est plus trop une source d'inquiétude, c'est entré dans les mœurs. Et comme le disent Fabrice et Adeline, ça se fait bien. Et ça correspond en plus à nos modes de travail, de toute façon, actuels. Donc, ça ne pose pas de grandes difficultés, mais ça peut être source d'inquiétude. Effectivement, il faut savoir être rassurant dans ce cas-là. D'accord. Et comment vous avez pu rassurer éventuellement par rapport à ça? D'abord par le partage d'expérience de ceux qui l'avaient déjà expérimenté auparavant, c'est la première chose. Et ensuite, en mettant en avant les outils, en proposant une organisation, une manière de faire, en essayant de trouver avec les personnes des leviers pour faire face à la distance et en les convainquant que la distance ne sera pas forcément une difficulté, puisqu'elle entrera pleinement même dans les apprentissages parfois. Donc, voilà, ça n'a pas été très difficile de convaincre. De convaincre, d'accord, très bien, merci. Alors, je me permettrai juste d'ajouter que c'est vrai que cette question du distanciel est quand même, c'est un vrai sujet parce que voilà, avec Anne, on forme régulièrement des tuteurs aussi et on entend tout à fait les appréhensions que ça peut générer.
Et finalement, quand on est sur des retours d'expérience, on entend parfois que ce qui a été perçu comme un frein est finalement, c'est avéré être une opportunité, notamment sur la question parfois de l'autonomie. C'est-à-dire que parfois la distance fait que un tutoré va un peu plus chercher de son côté plutôt que de solliciter immédiatement son tuteur ou sa tutrice. Et finalement, voilà, ça peut aussi générer quelque chose de positif au final. Donc voilà, des appréhensions au démarrage et puis finalement des choses qui s'avèrent finalement assez positives parce que bah, je n'ai pas ma tutrice ou mon tuteur sous la main, entre guillemets. Donc du coup, je cherche un petit peu plus par moi-même et finalement, j'arrive à dépasser un certain nombre de problématiques que je croyais absolument insolubles. Et puis, bah, comme je suis 100 personnes à côté de moi là tout de suite, bah, je fais un petit peu plus d'efforts. Donc c'est vraiment c'est un sujet assez intéressant finalement, le distanciel dans le cadre du tutorat. Et dans les bénéfices, alors si voilà, puisque on peut chercher parfois des leviers pour rassurer, dans les bénéfices qu'on a entendus quelquefois aussi avec le tutorat à distance, c'est que puisqu'il y a de la distance, ça oblige à un certain formalisme. Donc, ça oblige à prévoir des rendez-vous. Alors, on sait bien que quelquefois, le suivi du tutoré peut se faire au milieu d'un couloir ou voilà un peu, ah bah tiens, t'es là, on se parle parce qu'on est à côté. Et le fait d'être à distance oblige à fixer des points réguliers de rencontres et des rendez-vous un peu plus formalisés et en tous les cas bien calés dans un agenda. Donc, c'est aussi que quelquefois les tuteurs qui étaient à distance nous ont aussi donné cet avantage de la distance. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, moi, j'avais encore une autre, enfin, on en a plusieurs questions, mais aussi, on sait qu'il y a un sujet qui est difficile quand on a des nouveaux tuteurs, c'est le sujet de l'évaluation. On sait que c'est compliqué hein, d'évaluer parce que bah, quand on, bah, à DIN, hein, par exemple, quand on est délégué d'assurance maladie, on n'est pas habitué à évaluer un collègue, un collaborateur. Enfin, c'est pas dans nos pratiques. Donc c'est toujours quelque chose de difficile et il faut parfois accompagner les tuteurs davantage sur ce point-là. Alors peut-être que Adeline, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué ou pas pour vous, la partie évaluation, dans un premier temps, puis peut-être je me retournerai vers Caroline après, c'est comment vous accompagnez en particulier vos tuteurs sur ce point qui est quelquefois un peu difficile. Alors peut-être Adeline, est-ce que pour vous ça a été compliqué, pas compliqué? Est-ce que c'était une activité finalement comme une autre d'évaluer votre tutoré? Alors, l'évaluation, je dirais que nous, c'était plus comme le tutoré, il a comme je disais, des oraux à présenter à chaque pack de formation. Du coup, c'était plus dans le euh, préparation. Et moi, l'évaluation, en fait, j'avais pas trop à la faire. Je devais, oui, l'inviter à améliorer, à se poser, oui, des questions sur sa pratique, mais pas forcément à évaluer. Et il est arrivé quand même quelques fois où oui, il faut revenir sur des points parce que ça a été vu furtivement lors de la pratique, et puis voilà, de revenir pour que vraiment ça soit acquis et et des points importants. J'ai pas eu forcément à évaluer. D'accord, d'accord. Pas au sens, en tous les cas, de formaliser une évaluation. On avait un carnet de suivi, Oui. c'est là où peut-être on fait l'évaluation. Bon, oui, c'est pas quelque chose de très agréable et très forcément facile à faire. Après, je dirais que ce qui est important de noter, c'est la progression du tutoré dans ses apprentissages. Je pense que c'est plus ça qui est intéressant à voir, en fait, en tant que tuteur. De voir où il est parti et où il arrive. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, comme disait Fabrice, qui tient vraiment à l'autonomie du tutoré, à un moment donné, voilà, d'être sur une pratique, oui, une pratique, et puis d'être capable de la mener du début à la fin. Bon, bah, pour moi, voilà, si c'est possible, c'est évaluer positivement. Et je pense que l'évaluation, c'est important de la faire de manière positive. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, bah, ça, on peut le revoir différemment sur un autre professionnel de santé. Enfin, je pense que le côté mettre en avant ce qui fonctionne, ça, c'est important quand on évalue. Alors, si on parle d'évaluation, quelqu'un. D'accord, ok. Merci Adeline. Caroline, est-ce que c'est un sujet qui est parfois que vous abordez avec les tuteurs que vous managez, que vous encadrez, que vous accompagnez?
Oui, 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 bien sûr, puisque le carnet de suivi dont parle Adeline, nous l'avons aussi pour nos CQP, le CQP du technicien du service médical, par exemple, dans lequel il y a les colonnes, c'est clairement écrit acquis, partiellement acquis. Donc c'est vrai que ça peut générer un petit voilà, un petit stress, une petite appréhension au départ de la part des tuteurs. Mais je crois qu'Adeline l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les rassurer en leur disant de voir ça comme une progression, d'autant plus que dans ces CQP, dans ce carnet de suivi, la manière dont ils sont construits en général, il y a vraiment un T0, comme c'est appelé, une évaluation intermédiaire et une évaluation finale. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pointer du doigt les axes d'amélioration, ce qui fonctionne évidemment, et les axes d'amélioration. Et ça, il faut le voir comme un outil qui permet d'apprendre en fait et d'orienter le tutorat, d'orienter les apprentissages vers ce sur quoi il faut que le stagiaire travaille, qu'il approfondisse un peu plus. Et c'est comme ça que nous, en tout cas, on essaye de le présenter quand on parle de cet outil. Après, je ne peux pas dire que ce soit vraiment source de grande appréhension, puisque vraiment c'est quelque chose dont on parle tout de suite. D'accord. Dès le premier jour de lancement d'un dispositif, et on évoque cet outil, ce carnet de suivi des compétences, et on voit ensemble comment on va le compléter, comment ils vont le compléter, et on n'oublie pas aussi de rappeler toujours les différents acteurs, dont la hiérarchie du stagiaire, son manager, qui peut aussi être une aide, un levier dans cette évaluation, si toutefois, et d'autres personnes ressources, voilà, le tuteur, on lui dit bien qu'il n'est pas forcément seul et que s'il a des questions, il ne faut pas qu'il hésite. Donc, on repart sur notre image de démarrage du webinaire, sur qu'effectivement, le tutorat, c'est une affaire d'équipe. Exactement. Et surtout pour l'évaluation. Et côté tutoré, Fabrice, est-ce que le moment où on est un peu évalué, est-ce que c'est un moment plus ou moins difficile? Et est-ce que, en tant que tutoré, comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Moi, je l'ai eu deux fois, du coup, deux fois Ouais. très différentes là aussi. Ouais. En tant que manager, c'est des compétences à remplir. Donc, clairement, on débriefe ensemble. On se dit, bon, tiens, là, je voyais cocher des compétences. Et puis, par moment, elle me dit, oui, j'ai l'impression que tu as été en difficulté là-dessus. Comment tu aurais pu t'améliorer? Ah oui, peut-être j'ai oublié quelque chose. Et souvent, c'était une compétence. Et du coup, elle n'était pas remplie, mais on l'a validé, en fait, le fait qu'elle n'était pas remplie avant. Et moi, je sais que la fois d'après, il va falloir que je fasse attention à ce point. Donc, je l'ai plutôt bien vécu. Et quand j'étais par contre technicien, je voyais qu'il y avait un peu plus de mal, surtout parce que tous les tutorés étaient en CDD. Et du coup, ils ont l'impression de presque jouer l'avenir du technicien par rapport à la note. C'était il y a plus longtemps, on était, je sais plus si c'était du acquis ou pas, mais je sais qu'on avait une note à la fin. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué avec la note globale. Aujourd'hui, finalement, le système où on fait plutôt compétences acquis, où c'est bien clair, si c'est lisible, clair et que ça répond bien à la fiche de poste, je pense que ça fonctionne parce qu'on peut le valider avec le tutoré en disant ce point tu l'as, mais celui-là, attention, il faut le surveiller. Et puis du coup, ça donne des axes de progrès. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Je continue. Moi, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions dans le fil de discussion, mais il y en a toujours dans ma tête et dans le crâne d'Isabelle, sûrement. Alors, peut-être une question aussi. Alors, je l'adresse peut-être d'abord à Caroline, mais je rebondirai après avec Adeline et Fabrice. On parle quelquefois, on entend aussi les organismes nous dire qu'il y a une crise de vocation du tutorat. On a du mal à trouver des tuteurs et des tutrices. Alors, est-ce que c'est une réalité chez vous, Adeline? Si oui, ou dans votre branche, ou auprès d'autres collègues RF, vous avez aussi entendu parfois ces propos-là. Et puis, comment vous animez? Vous avez parlé au tout début du volontariat, de l'importance d'être volontaire pour exercer cette mission. Alors, comment vous gérez ça éventuellement est-ce que cette crise de vocation, elle est réelle ou pas? Oui, 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 bien sûr. C'est vrai que ça devient compliqué avec. On constate une augmentation des charges de travail, des effectifs un peu contraints dans beaucoup de services, un absentéisme aussi certain, qui ne facilite pas les appels à volontariat, ça c'est clair. Mais on ne se décourage pas. On essaie, alors
on a plusieurs leviers pour ça. On fait des promotions du tutorat auprès notamment des directions locales de nos sites, dans des réunions spécifiques où on réexplique le besoin, on réexplique la nécessité, on réexplique la mission, on réexplique l'accompagnement dont va bénéficier la personne, on essaye d'estimer un temps, parce que ça c'est très important pour les hiérarchies. Donc c'est pas facile, c'est très dur même, mais on essaye de le faire. Les bénéfices aussi pour la personne qui sera tuteur, les personnes qui souhaitent développer certaines compétences, se valoriser certaines certaines compétences, certaines aptitudes. Et franchement, même si c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est pas difficile de trouver des tuteurs, on a quelques difficultés, mais on y arrive. On y arrive via les hiérarchies. C'est un de nos leviers, c'est vraiment les directions locales, les managers, pour que eux ensuite en interne, aillent chercher des tuteurs. Et puis c'est aussi pour eux. C'est pour leurs équipes, c'est pour leurs salariés nouvellement embauchés, leurs salariés nouvellement nommés. Donc, on leur explique aussi que c'est l'intérêt de tous. C'est pas pour nous faire plaisir à nous, la formation, c'est pour l'intérêt des salariés, l'intérêt de tous, de trouver aussi des tuteurs et de consacrer du temps, parce que le problème, c'est le temps principalement, de consacrer du temps à cette mission qui est primordiale pour l'accompagnement et pour avoir des futurs techniciens, des futurs managers bien accompagnés et bien dans leurs fonctions. Et ça finit toujours par fonctionner. Voilà. Donc, si je résume, c'est donner du sens, rassurer, je vous l'avais dit plusieurs fois, et puis accompagner les tuteurs dans leur mission. Merci. Adeline, prête à recommencer? Alors, avec plaisir. Mais c'est une responsabilité, c'est pour ça qu'on peut être frileux. Enfin, accompagner quelqu'un, voilà, pour moi, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Donc, faut le faire pleinement. Et oui, c'est pas possible pour tout le monde, je pense. Et moi, clairement, je rejoins Caroline. Du coup, j'ai été complètement rassurée, épaulée par mes managers. Et c'est vrai que c'est eux qui m'ont. J'avais l'envie. Donc après, c'est eux qui ont mis les 20% qui manquaient pour que je me lance. C'est aussi de la confiance de leur part. Ok. Et si vous recommenciez, si demain, vous avez une nouvelle mission tutorale, quelles seraient peut-être vraiment la chose que vous garderiez et peut-être la chose que vous améliorerez, j'arriverai à le dire, lors d'une prochaine mission? Ou un point de vigilance, ou voilà. Oui, alors le point de vigilance, ça serait. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais c'est l'investissement personnel. Voilà, il faut se garder un cadre. C'est des missions dans le cadre de son travail et peut-être moins s'investir quand on a des personnes qui sont à titre personnel, qui racontent peut-être un peu trop leur côté perso et voilà, garder peut-être cette distance. Et après, ce que je garderais, c'est vraiment ce côté disponibilité, le côté être patient avec le tutoré. C'est ce qu'on a dit, c'est faire la rétrospective de ce qui s'est passé. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'Adeline, on l'entend aussi, on vous disait qu'Isabelle et moi, on a beaucoup animé des formations de tuteurs, beaucoup accompagné de tuteurs. Et Adeline, ce que vous faites remonter, on l'a souvent entendu, de trouver le juste niveau du curseur entre comment j'accompagne et comment je me rends disponible pour mon tutoré et où je mets des limites et où je m'arrête. Mon rôle, effectivement, moi je le disais souvent quelquefois avec le sourire, mais je disais souvent, alors tutrice, parce qu'il se trouve qu'on a souvent des femmes dans nos groupes, vous n'êtes pas leur maman, vous n'êtes pas les mamans de votre tutoré. Il y a un cadre du tutorat avec un objectif, des moyens, un temps précis. Alors, ça n'empêche pas de faire preuve d'empathie, de bienveillance et tout ça, mais effectivement, il faut le restituer, Adeline, dans un cadre. Sinon, on risque de se faire un peu manger. Moi, je me rappelle avoir très bien dit un jour à des tutrices qui étaient très ennuyées parce qu'elles avaient un groupe de tutorés
qui ne s'entendaient pas. Donc, elles étaient deux tutrices et elles accompagnaient, je ne sais plus, trois ou quatre tutorés. Et ça ne fonctionnait pas, le petit groupe de tutorés. Et il a fallu qu'à un moment, je leur dise, bah, vous, votre rôle, c'est de les amener aux compétences, mais pas, au bout d'un moment, bah, voilà, arrêtez. Votre rôle, c'est pas de faire qu'elles soient amies et qu'elles s'entendent bien. Voilà, votre mission, c'est ça. Donc, il va falloir lâcher là-dessus. C'est plus sympa quand le groupe s'entend pas. Mais si ça fonctionne pas, ben, voilà, arrêtez vos missions parce qu'effectivement, Adeline, comme vous, elles prenaient beaucoup de choses sur leurs épaules et elles s'investissaient un peu trop, en fait, par rapport à leur mission, par rapport au cadre. Et effectivement, c'est un point de vigilance à avoir. Quel est mon rôle? Où il commence, où il s'arrête? Tout à fait. Tout à fait. Merci, Adeline. Fabrice, si demain on vous demande à votre tour d'être tuteur, est-ce que vous êtes partant pour la mission? J'attends que ça. Vous attendez que ça, super. Je pense que c'est l'étape après. Ouais. Là, voilà, j'ai été tutoré. J'espère avoir rempli un maximum de compétences. Maintenant, j'ai envie de développer encore davantage et d'être tuteur à mon tour et d'apporter ça. Clairement, je l'attends. Moi, je la ressens pas tant que ça, la crise de vocation du tutorat. Là, je parlais D'accord. plutôt en tant que Ouais. manager. C'est Hum, vrai que dans l'équipe, j'ai beaucoup de volontaires, super. Hum. quelquefois trop. Ah, bah Je vois super. ça du coup comme un levier de reconnaissance. Et vraiment, Ouais. les agents apprécient beaucoup. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Caroline, ça dépend aussi de la situation de l'organisme. Nous, on a une CAF où le stock est plutôt bien géré, où on avance bien et on doit progresser sur la qualité. Donc c'est vrai que j'ai les billes moi derrière pour dire bon ben il faut qu'on mise sur le tutorat pour améliorer la qualité. Non seulement des nouveaux arrivants qui vont suivre la formation, mais aussi les tutorés parce qu'ils vont revoir beaucoup de choses sur la législation, sur leur façon de faire et ils ressortent avec un gain derrière parce que ils ont remis en question leur façon de travailler, ils ont quelquefois échangé avec d'autres tuteurs et ils me disent à chaque fois, j'ai revu des choses, j'ai gagné en compétences avec ce tutorat. Donc moi, ça, je le garde aussi pour argumenter D'accord. Ouais. envers ma direction, hein, et aussi je chiffre le temps que ça va me prendre parce que ça c'est D'accord. Oui. important pour une direction de savoir qu'on on investit quoi. Clairement c'est un Hum, investissement. c'est- Combien hum. ça me coûte en ETP, c'est très important de le chiffrer avant pour pas subir un peu la perte enfin le temps qui est Oui. donné au tutorat et Ouais, qui de ne la va pas à la production quoi. production. D'accord. Très bien. Eh bien, merci. Merci à vous trois. Je vois qu'on arrive au bout du temps de ce webinaire. Donc, pour terminer, alors on vous rappelle, voilà, hein, la formation dont je vous parlais en tout début de webinaire. C'est donc une formation hein, sur une journée et demie. Vous le trouverez, les objectifs, le programme, les conditions dans notre catalogue, bien sûr. Donc, je vous rappelle, c'est une formation qui est ouverte à tous les tuteurs et maîtres d'apprentissage, quel que soit le dispositif dans lequel ils interviennent. Hein. C'est vraiment transverse. Donc, ça accompagne tous les tuteurs, quelle que soit leur situation de tutorat. Donc, voilà, on vous laissera découvrir cette formation sur notre catalogue. Vous avez aussi eu dans le lien dans le fil de Oui. conversation, un lien pour l'évaluation. Alors, on vous encourage vivement à le compléter. C'est important pour nous parce que ça permet, voilà, on a d'autres webinaires qui arrivent, on va vous les présenter tout à l'heure, mais ça nous permet aussi d'améliorer au fur et à mesure ces temps et ces temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur cette évaluation. Hein, c'est important pour nous. Et alors, nos prochains événements, alors il y a plusieurs, alors on va vous annoncer les événements jusqu'à la fin du semestre, là, 2023, sur le deuxième semestre, ouais, 2023, c'est plus comment on vit. Le premier qui arrive, c'est un webinaire sur Nouveau Manager, un parcours d'intégration multidimensionnel. Il aura lieu le 12 octobre à 14 heures. Ensuite, on en a un second, un rendez-vous que vous connaissez sans doute déjà avec Arnaud Collin, puisque ce sont des rendez-vous réguliers autour du droit du travail. Celui-là aura lieu le 16 novembre à 13 heures. Peut-être vous êtes déjà des fidèles d'Arnaud et de ce rendez-vous du droit du travail. Un événement qu'on appelle Grand Témoin. Alors, un événement qui dure un peu plus longtemps, qui dure 1h30, le jeudi 30 novembre, et qui sera dédié au handicap psychique et à l'emploi. Brisons les tabous.
Donc, nous invitons vivement à vous y rendre et à vous y inscrire. Et un dernier webinaire juste voilà, avant les vacances de Noël, la fin d'année, le 12 décembre, qui sera sur le Flex Office, comment accompagner les nouvelles organisations du travail, qui aura lieu à 14 heures le 12 décembre. Alors, les liens sont ouverts, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Il y a dans le fil de conversation le lien aussi pour y aller, mais vous retrouverez aussi les liens sur notre site, sur l'espace client. Mais n'hésitez surtout pas, voilà, dès maintenant, à copier le lien et aller à vous inscrire à ces différents événements. Je remercie encore une nouvelle fois nos 3 témoins d'avoir voilà, participé à ces webinaires, d'avoir partagé vos expériences voilà, en toute sincérité, transparence. Voilà, merci à vous 3. Merci à tous les participants, à tous les voilà, présents de ce webinaire. Et puis, on espère vous voir nombreux à nos prochains événements. On vous souhaite une très bonne fin de matinée et à très vite au sein d'autres événements de l'Institut.